Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on monte les marches avec Bintou Dramé-Aubier, entrepreneure et fondatrice de Yellow Store. Bintou, c'est l'histoire d'un conte de fées digne d'une princesse Disney. Bien remixé, version moderne et malienne. Aînée d'une famille nombreuse et monoparentale, elle porte la responsabilité du foyer avec sa mère depuis son jeune âge. Après une longue succession de jobs divers et variés, l'entrepreneur qui sommeille en elle finit enfin par se révéler. En 2017, elle démarre l'aventure entrepreneuriale avec Hope Kids, une marque de sacs à dos pour enfants. Puis en 2020, elle ouvre Yellow Store, un concept store au Mans, où elle propose toutes les pièces qu'elle a dénichées. Une reine du shopping au sens littéral. Bon, accessoirement, il faut savoir qu'elle a doublement remporté le titre de l'émission éponyme présentée par la magnifique Christina Cordula. Queen Bee nous parle de sa passion pour le hip-hop, la mode et se livre sur ce qu'elle a de plus précieux, sa famille. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Bintou. Alors moi, je viens de Paris, donc j'ai grandi dans le 19e jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, mes parents se sont séparés et donc là, c'est enchaîné les hôtels et les centres d'hébergement pour les mamans seules avec des enfants. On a atterri à Sens dans le 89, en Bourgogne. Suite à ça, ma mère a continué à travailler, elle faisait Sens-Paris tous les jours, avec ma petite sœur Nana dans le dos. Et ensuite, ils ont trouvé un appartement dans le 15e arrondissement. Et donc, je suis arrivée en 6e dans le 15e. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent tes parents ? Oui. Nous parler un peu de leur histoire Ouais. et comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à vivre en France ? D'accord. Alors, mon père est arrivé très tôt en France et il travaillait en tant qu'éboueur. C'était la première génération où les éboueurs portaient les poubelles sur le dos. Et ensuite, mon père il faisait des allers-retours au pays pendant les vacances. Il est arrivé au Mali, donc au village de Caille, et il a rencontré ma mère. Il l'a demandé en mariage et ma mère était jeune à l'époque. Elle avait 19 ans. Et ma mère n'avait pas forcément de notion du français. Donc, elle a commencé à prendre des cours de français en étant en France. Ça a été un peu particulièrement difficile pour ma mère parce que mon père était vachement dans la culture où la femme est à la maison, ne doit pas s'émanciper. Et ma mère, en fait, en venant ici, c'était tout le contraire. Et donc, elle s'est un peu battue pour avoir son indépendance culturelle. Et justement, c'est ce qui a créé cette fracture entre mon père et ma mère. Et je pense que c'est à partir de là où est née ma persévérance et mon côté combattante. Parce qu'en voyant ma mère avec 6 enfants se mettre de front face à un homme qui ramenait faut se dire la vérité, qui ramenait à manger à la maison, qui s'est dit, non, je ne veux pas de cette vie-là, malgré le fait qu'elle avait rien. Les seules choses qu'elle avait, c'était les services sociaux et les assistantes sociales et un petit peu de notion du français. Ça nous a clairement sauvés. Mon père avait une association, ça s'appelle Afridra, pour aider les jeunes Maliens qui venaient en France, pour les aider à s'insérer dans la société. Il y est arrivé malgré le fait qu'il soit venu du pays, malgré les obstacles, sachant qu'il avait des employés. Je me rappelle, il y avait c'est tout con, mais il avait des employés, ses employés, ils étaient blancs. Alors moi, c'était quand même, à l'époque, c'était quand même dingue. C'était vraiment beau et je me disais, si lui est arrivé, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je pense qu'il a beaucoup travaillé pour ça. En résumé, ouais, c'est ça. Mon père était entrepreneur, ma mère aussi, mais dans sa vie personnelle. Et ensuite, ma mère, elle a enchaîné les petits boulots et elle nous a éduqués seuls.
Et j'étais son bras droit, en fait. Et c'est ce qui m'a forgé. Alors, autant quand j'étais jeune, je me rendais compte, enfin, c'était dur parce que je voyais toutes mes copines, tout le monde pouvoir, enfin, sortir, ceci, cela. Moi, j'avais des obligations à la maison. Ça veut dire que je devais m'occuper de la maison, faire le ménage, faire à manger, m'occuper des petits pendant que ma mère était au travail parce qu'elle travaillait du lundi au dimanche. Elle s'arrêtait pas. Et donc, il fallait quelqu'un pour prendre la suite. Elle pouvait pas tout gérer la maison et les petits. Et c'est vrai que sur le coup, je trouvais ça injuste. Mais aujourd'hui, je la remercie parce que ça m'a forgé. C'était pas facile. J'ai pas eu d'enfance comme tout le monde. Aller au cinéma, ceci, cela. De l'argent de poche. Moi, j'ai jamais connu de l'argent de poche dans ma vie. Il y avait même pas un centime d'argent de poche. Hein. Non, mais sérieux. Mais du coup, ouais, non, c'était, mais à la fois, moi, j'étais consciente des difficultés. Donc, je me rappelle, j'étais la seule avec ma mère au Resto du Cœur. J'étais la seule à y aller. Et en fait, j'aimais bien y aller. Ah, contrairement, on pourrait croire que c'est la misère. Enfin, c'est une certaine misère, mais moi, je le prenais dans le sens inverse. Je me disais, ah, on va prendre des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, notamment le camembert. Enfin, des choses toutes simples, hein, le camembert, les boîtes de raviolis. Enfin, quand on y allait, c'était vraiment, vraiment ce côté, ouais, attends, vous inquiétez pas, les enfants, enfin, mes petits frères et mes petites sœurs, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Et d'ailleurs, heureusement que ça existe, hein, vraiment. C'était, voilà, mon enfance n'a pas été exemplaire ou comme tout le monde, mais je suis quand même fière de l'avoir vécu. On devine que tu étais l'aîné de ta Ouais, fratrie. tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça a forgé en toi et quel genre d'enfant tu penses que tu étais? J'étais outsider, ça veut dire dans mes frères et sœurs. Du fait est que ma mère me donnait beaucoup de responsabilités, mes petits frères et mes petites sœurs, ils voulaient pas jouer avec moi parce qu'ils me considéraient comme la deuxième maman. Et je pouvais pas, j'avais pas droit à l'erreur. Quand je dis j'avais pas droit à l'erreur, ça veut dire je m'interdisais de faire des bêtises, de transgresser les règles, mais j'avais ce côté créatif. Ça veut dire que j'adorais la danse. Je me rappelle quand je voyais l'équipe de Britney Spears passer sur M6 Musique, là, ou sur Fan 2. Ça, c'est les anciens qui se reconnaîtront. C'était mon moment, c'était mon sas de décompression, Ça veut dire que j'enregistrais la chorégraphie, je me mettais et c'était la seule chose qui me sortait de ma réalité, en fait. J'étais nulle à l'école, faut se dire la vérité. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis dyslexique. Ça veut dire que le M et le N, même encore aujourd'hui, je le confonds. Enfin, il y a plein de choses comme ça où que je fais des millimélos. Voilà, je dis ça, des millimélos, ça passe mieux. Et du coup, mais j'étais quand même intéressée par l'école. J'aimais beaucoup l'école. C'était aussi mon sas de décompression aussi. Enfin, quand je arrivais à l'école, j'avais plus les problèmes d'adultes. Donc forcément, j'adorais ça, mais je savais très bien qu'en rentrant à la maison, j'allais pas pouvoir faire mes devoirs. Donc, et je me rappelle très bien sur mes bulletins, il y avait écrit, Bintou reste sur ses acquis, tu dois fournir plus de travail à la maison. Mais moi, quand je voyais ça, je dis ouais les gars, ça va pas être possible. Hein. J'ai à manger à faire, j'ai le ménage à faire, mais va expliquer ça au professeur. Je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Mon objectif, c'est de travailler le plus tôt possible pour pouvoir aider ma mère, tout simplement. Et donc, du coup, je me rappelle, à 17 ans, j'ai fait ça me rend dingue. J'ai fait tous les McDo, tous les Quick de Paris, à Châtelet, j'y allais. Je leur dis, les gars, je vais travailler. On me disait non. On me disait non, t'es mineur. Je dis, mais je m'en fous que je sois mineur, je veux travailler. Et j'étais tellement hargneuse, j'avais tellement cette envie de travailler, justement sortir de cette galère que désolée, j'en suis émue quand j'en parle parce que à cette époque-là, il y avait personne d'autre que moi. Ma mère, elle avait pas ce réseau, j'avais pas de réseau qui pouvait me faire avancer ou quoi. Du coup, on m'a dit, il faut attendre 18 ans. Je dis, ok, pas de souci. Et en fait, c'est tout simplement, quand je suis arrivée au lycée, j'avais une copine, elle travaillait déjà au Pizza Hut. Du coup, j'y suis allée, tout de suite, ça l'a fait, et j'ai commencé à travailler à Pizza Hut. Et du coup, j'ai obtenu mon bac. Et j'ai fait les deux. J'ai travaillé, je travaillais au centre aéré le mercredi. Le soir, j'étais à Pizza Hut. Et les vacances scolaires, j'étais au centre aéré où c'était colonie de vacances. Et j'ai fait ça pendant, 2 ans. Et faut savoir qu'après, à 16 ans, j'ai été repérée dans le métro pour faire du mannequinat. Alors, faut savoir que j'avais un appareil dentaire en haut et en bas. J'avais un look
Franchement, c'était gâté, c'était pas du tout ça. Et et on m'a dit, il y a une nénette qui m'approche, elle me regarde dans le métro, elle me dit oui, je suis styliste, est-ce que tu voudrais défiler pour mon spectacle de fin d'année? Et moi, j'y connaissais rien à la mode. À part, vu que j'étais danseuse pendant les battles de danse, pendant les événements hip-hop, les gars, ils étaient bien habillés, quoi. C'est-à-dire que la casquette était assortie au t-shirt, le t-shirt était assorti au basket. Et moi, c'était mon goal de pouvoir arriver un jour à un événement de danse hip-hop. Et en fait, il s'avérait que le spectacle de fin d'année, c'était au Cirque d'Hiver. Et j'étais le mannequin qui fermait le défilé. De là, ça a été le déclenchement de ma vie mannequin. Au début, j'en prenais pas compte, mais dès les jeunes âges, j'étais travailleuse. Ouais, j'étais travailleuse. Le travail, ça me faisait pas peur. Waouh. C'est une évidence de dire que tu faisais énormément de choses. Et l'école dans tout ça, en fait, quelle orientation tu as choisie et quelles études tu as pu mener? Parce que tu faisais quand même des études en parallèle de tout ça. Tout à fait. Oui, je faisais quand même des études. Alors, j'ai commencé... alors, après le collège, j'ai pas vraiment eu le choix. En fait, ma mère, elle travaille dans le médical. Et en fait, de par mon parcours de plus jeune, je sais que les assistantes sociales nous ont beaucoup aidés à avancer. Du coup, moi, mon seul exemple que j'avais, enfin, à quoi j'aspirais à ce moment-là, c'était je veux devenir assistante sociale. Donc, conseillère d'orientation, je dis, moi, je veux devenir assistante sociale. Donc, il y avait soit la voie professionnelle ou soit la voie générale. J'avais une moyenne à peu près, je talonnais entre 10 et 11. J'avais pas une moyenne de folie, faux dingue, mais ça tenait la route. Mais pour aller en général, elle me disait que c'était pas possible. Donc, il fallait que je prenne face à un BEP sanitaire et social. Clairement, à cette époque, il y avait personne. Ma mère, elle pouvait pas plus m'aider. J'ai mis BEP sanitaire et social. Donc, c'était super. Là, j'ai appris le métier de l'aide à la personne. J'ai adoré. Mais, et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais ultra sensible. Ça veut dire que le moindre soin ou la moindre situation familiale où je voyais des gens pleurer ou quoi, tout de suite, ça me mettait dans le mal. Et je voyais le monde artistique et je voyais le monde médical. Et je me suis dit, non, je peux pas faire ça de ma vie. Je peux pas être dans le médical. Je peux pas. C'est pas possible, c'est pas moi. Et j'aime bien ce que je fais à côté. Donc, je me suis renseignée sur les bacs qu'il y avait autour. Le seul bac qui n'était pas dans le médical, c'était service de proximité et de vie locale. Ça a été 2 ans très durs, mais il fallait absolument que j'ai mon bac, parce qu'il y avait quand même ce côté où il faut que je rende ma mère fière et mes parents fiers. Enfin, ils ont pas fait tout ça pour qu'au final, j'ai pas mon bac. En fait, le bac, c'était la base. Et je me rappelle mon prof de danse qui me disait, Bintou, si tu veux faire ce que tu veux dans ta vie, il faut que tu aies minimum le bac. Il me dit, va juste au bac et après tu fais ce que tu veux. En fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment être dans la mode, mais dans les bureaux de la mode. Je voulais vraiment être au cœur de ce qui se passait. J'ai envoyé mes candidatures pour aller à la fac. C'était de l'art du spectacle. Et aussi à ma candidature en BTS communication. Donc en fait, je suis allée à l'école de BTS communication. La directrice, elle m'a reçue. Elle m'a dit, écoutez, votre dossier scolaire est trop juste. Mais vu que j'avais passé l'entretien avec elle, elle a vu que j'en voulais. Et elle m'a dit, il y a quelque chose en vous. J'ai envie de vous faire confiance. Elle m'a dit, mais pour ça, vous me ramenez le bac. J'ai dit, ah madame, c'est le bac que vous voulez, d'accord, je vais avoir mon bac. Et du coup, c'était chaud parce que j'avais loupé énormément de cours. Non mais c'était énorme. Enfin, tous les mercredis de l'année, j'étais pas en cours déjà pour commencer. Les gars, j'ai eu mon bac, je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Hein. J'ai travaillé. Et là, en fait, le fait d'avoir un challenge, que genre, en gros, si j'ai pas mon bac, je vais pas en BTS, c'était pas possible. Ça veut dire que, en plus, ça arrivait, c'était compliqué, même au niveau à la famille. Enfin, dans la famille, il y avait des choses, le personnel qui reprenait, mais je me suis défoncée. Je me dis, il me le faut ce bac. Et donc, après le bac, j'ai fait un BTS communication. Et là, c'était super génial. C'était génial. Et après le BTS communication, je me suis dit, j'avais fait des stages dans des maisons de com, c'était top. Chez la Gare Active aussi, c'était super. Et je voulais commencer directement après le BTS, commencer directement à travailler en communication ou dans la mode, où c'est bon. Pour moi, c'était bon, c'est fini l'école, on arrête les bêtises là, c'est bon. Et on y va, on rentre dans le vif du sujet. Et non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Entre ce
ce que j'aspirais, ce que je voulais, et la réalité du monde du travail, c'était violent. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible avec un BTS de prétendre à un poste même que ce soit junior. Et mon nom et mon prénom a fait défaut à ça aussi, clairement. Et je sais que j'ai beaucoup réussi à avancer de par mon physique. C'est horrible à le dire, hein, mais il y a des choses qui se sont ouvertes. Le fait que j'ai des traits fins, que je sois grande, que ceci. En gros, j'ai un look européenne. Et ça a été violent parce que je vaux mieux que ma plastique en fait. Et donc là, je me suis résignée. Je me suis dit de toute façon, qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que j'ai pas envie de reprendre les études? C'est bon, la daronne elle a besoin de moi. J'ai besoin d'oseille, j'ai besoin d'avancer. Et du coup, je suis partie à la mission locale, hein, comme tout jeune de moins 25 ans, qui se retrouve après les études sans rien. Donc, mission locale, super. Franchement, encore une fois, heureusement que ça existe. Hein. Et là, ils m'ont proposé un boulot à la mairie du 15e arrondissement à l'état civil. Alors, rien à voir avec tout ce que j'avais fait. Et je dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est le mec tout, on verra ce qui se passera. Ensuite, mon contrat s'est terminé. J'ai trouvé en tant que hôtesse volante. Ça veut dire que j'allais remplacer les filles qui n'allaient pas travailler. Et là, c'était super parce que même si je commençais à 6h du matin, je finissais à 21h, ça me posait pas de problème. Ce moment-là à Maola, ça m'a permis de voir là où j'étais bonne ou pas. Qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Et clairement, les accueils où il y avait rien à faire, c'était impossible pour moi. C'était intenable. Enfin, je pétais un boulon. Il fallait que je sois en difficulté, en fait. Et c'est comme ça que je me sentais vivante. C'est comme ça que je me sentais avancer. Et après, suite à ça, je suis tombée enceinte. J'ai mon petit bout là, petit ballot. Et là, ça a été donc à 25 ans, ça a été le coup d'arrêt. Le coup d'arrêt total. Alors justement, moi la question que je me pose, et je pense que je pense celle que tout le monde se pose depuis tout à l'heure, c'est à quel moment tu t'arrêtes? Comment est-ce que tu te ressources? Eh bien, non, j'ai jamais ressenti l'envie de m'arrêter. Vraiment, ça veut dire que, en fait, je voyageais auprès de mes amis. Et j'y étais avec elles. C'est comme si je les accompagnais, en fait. Et qu'elles revenaient avec leurs photos. Et je m'imaginais à côté d'elles, où elles me disaient j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou elles me ramenaient toujours un petit cadeau du bled à la mienne. J'avais toujours un petit truc et tout. Et donc, du coup, en fait, je m'autosuffisais de ça. Vraiment, ça me nourrissait aussi, en fait. Ça me nourrissait. Mais comme j'étais dans cette optique de vouloir sortir ma mère, de vouloir aider et de vouloir avancer. En fait, je me suis jamais posé la question à Bintou à quel moment tu t'arrêtes, en fait. Parce que j'aimais tout ce que j'aimais faire ça, en fait. C'était vraiment du plaisir. Je me disais pas, j'avais pas cette pression. Oh, tu pars pas en vacances. Oh, tu te reposes pas, ça va pas, faut que tu te mets, non, moi, j'avais pas le temps j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Ça veut dire, j'avais 36 000 vies en une, c'était pas grave, hein. Mais c'était stimulant. Au contraire, j'aimais ce train ce rythme effréné. J'aimais beaucoup. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis mais à quel moment en fait j'aurais pu non, parce que j'avais pas l'envie, tout simplement. Bébé Malo est arrivé. Oui. T'en es où de tes aspirations, tes rêves? À ce moment-là, est-ce que t'as compris ce que tu voulais faire réellement? Et comment tu te remets au travail? Ça a été violent, c'était dur. C'était dur parce que c'était dur, mais à la fois merveilleux. Mais justement, en 2015, ça a été là où toutes les questions ont commencé. Là, toutes mes envies, tout ce que je me suis inspirée de ma vie effrénée avant, tout de ce dont j'aspirais. Donc, je savais que je voulais être mon propre patron. Je savais que la finalité, c'était ça. Et je ne me suis jamais cachée. J'ai toujours dit à mes amis, un jour, je vais avoir ma boutique. Alors, on me regardait avec des yeux, ouais, meuf, tu vas faire comment avec ta boutique? Tu vas faire comment? Avec ton parcours là, qui va à gauche, à droite. Je dis, je sais pas, mais je vais y arriver. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, je vais ouvrir mon e-shop de fringues. Et c'est ouf parce que j'en ai parlé à quasiment personne. Il y a quelques personnes qui sont au courant, mais pas toutes. Ça s'appelait Bande de filles. Bande de filles, le e-shop. Donc je me rappelle, j'avais bloqué le Instagram.
J'avais bloqué. Mais même déjà en 2015, j'avais cette volonté de. Et c'est à ce moment-là aussi que je m'étais mise à fond dans les reines du shopping. Et vu que j'avais rien à faire à la maison, il y avait que ça à faire, à regarder les reines du shopping à 17h. Et, et donc voilà, en fait, c'est là où le projet a commencé à mûrir, a commencé à naître. Même si c'était dans un coin de ma tête, mais là, le fait de te mettre à l'arrêt, d'appuyer sur pause, là, en fait, ça m'a rattrapé. Ça a commencé à me titiller. Après, j'avais postulé au Rennes Shopping, mais j'avais pas eu de réponse. Ensuite, vu que j'avais le petit Malo, je me suis dit, ah non, je vais faire des chaussons pour bébé. Ça va s'appeler Minicène. Encore une fois, j'avais bloqué le Instagram pour les chaussons pour bébé. En fait, j'avais plein d'idées. J'avais énormément d'idées, mais ça s'est pas abouti. Parce que, il fallait de l'argent, déjà, pour commencer. Et il fallait de la rigueur. Il fallait de la rigueur. Et avec un bébé en bas âge, c'était pas possible. Et bébé 2, Isaac, est arrivé. et en fait, franchement, à ce moment-là, je me dis, bon, ok, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais je sentais que ça allait arriver. Je le sentais que il se passait quelque chose. Je pourrais pas dire quoi, mais je sentais qu'en moi, il y avait quelque chose qui se passait. Ça veut dire que j'avais cette envie de vouloir entreprendre. Et oui, je vais revenir un peu en arrière. Je devais aller en cours de danse et j'avais fait finir le ménage. Ma mère me dit, tu sors pas si le ménage il est pas fait. Je dis ok. Et à ce moment-là, j'avais mis la télé, j'avais mis la chaîne W9 et j'étais tombée sur un reportage de Absatoussi et d'autres femmes entreprenantes qui étaient dans le projet d'ouvrir leur business. Et une fois que le ménage est terminé, je me suis posée sur la table basse, même pas sur le canapé, hein, et je suis restée bloquée. Alors, je suis restée bloquée, ça veut dire que on m'attendait et tout, mais j'y suis pas allée, j'ai mis un lapin parce que je me rappelle, je me revois encore devant la télé et être bloquée. Et en fait, t'as envoyé le début d'Absatoussi, qui démarchait pour avoir des subventions, qui démarchait pour trouver un local. À côté, ça avait une autre femme qui avait un projet de boulangerie. Pareil, c'était le début. Elle allait taper aux portes pour avoir des subventions. Enfin, du coup, on voyait elle devait faire un concours et tout. Et donc, elle commençait. Enfin, en fait, on voyait le début de comment ça se passait. Et donc, on la voyait dans là où elle avait grandi, qu'elle expliquait, voilà, j'ai grandi là. Et elle me parlait. C'est à ce moment, je sentais quelque chose qui, à ce moment-là précis, je savais que c'était ça. Alors comment, de quoi, je sais pas, mais je savais que c'était ça. C'était exactement ça que je voulais devenir plus tard. C'était femme entreprenante et il y avait rien d'autre. Mais je savais qu'à ce moment-là, c'était pas possible. J'ai dit, OK, c'est pas possible, mais ça va arriver. Et justement, donc en 2015, j'avais du temps et tout. Et à cette époque-là, Absatoussi faisait des conférences justement sur l'entrepreneuriat. En fait, c'est cette année où je me suis arrêtée, c'est là où je me suis nourrie. J'ai commencé à me renseigner comment monter une entreprise. Donc du coup, je suis allée à ces conférences. Donc elle expliquait comment faire ceci, cela. Je me rappelle, elle a fait un tour de table en disant qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Moi, je m'étais levée, je me disais oui, je vais faire des chaussons pour les enfants. alors qu'au final, c'est pas du tout ce que je fais. Mais vu que j'avais le bébé, c'était ma priorité, donc je m'étais dit je vais faire ça. Et c'est à ce moment-là vraiment où et elle était tellement inspirante, tellement je me suis dit elle y est arrivée. Enfin, si elle est arrivée, moi aussi je peux y arriver. Tu crées une première entreprise avec ton mari. Tout à fait. Vous réalisez ensemble des sacs à dos pour enfants. C'est vrai, oui. Et ça cartonne direct. Direct. Est-ce que tu peux tu peux nous parler de ta marque, comment tu as lancé la marque et voilà, comment ça s'est passé pour toi, cette première véritable aventure entrepreneuriale? Donc on est arrivé à Vendôme, on était partis en vacances. Donc c'était la rentrée de Malo et j'avais besoin d'un sac à dos pour mon fils. Je voulais pas d'un sac à dos lambda avec des nounours ou un éléphant ou une girafe. Je voulais un sac à dos stylé. Je voulais, parce que mon fils allait être stylé, il fallait que le sac à dos il soit stylé. Et donc je demande à Bastien qui est dans la maroquinerie, je dis Bastien, est-ce que tu peux me faire un sac pour Malo pour la rentrée? Et là, quand je vois le sac à dos, je me dis non mais il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Tout de suite, je me dis, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Le truc, on le voit nulle part. En termes de business plan, franchement, à ce moment-là, il y a zéro business plan.
Juste moi, mon business, moi, maman personnelle, ça veut dire que à être sur Internet ou dans les magasins à chercher un sac à dos qui tue sa mort et qu'il y a pas, clairement, je me suis dit là, il y a quelque chose, il y a un créneau à prendre qui n'existe pas. Je dis, bah ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, ouais, mais on va faire comment? J'ai fait, t'inquiète pas, réseaux sociaux, je gère. Communication, je gère. Tout ce qui est, en plus, qui était réel, parce que tout ce que j'avais accumulé en expérience auparavant, je savais que c'était dans mes compétences. J'ai dit, tout ça, je gère, je vais réussir. Ensuite, la marque s'appelait Aube Kids. Il me dit, OK, c'était au moment où Instagram avait pas cette effervescence-là. Les blogueuses acceptaient des partenariats sans forcément de rémunération. Et moi, j'en suivais une en particulier, c'était Bébé à tout prix. Et, euh, et je dis à Bastien, je vais contacter une blogueuse. Je lui dis, écoute, c'est qui tout double? On lui a envoyé le sac. Et je me rappelle, je me retrouve à Londres avec Lamia. Et là, j'étais choquée. On était tous choqués parce que le téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. Et t'as les commandes qui tombent, t'as les followers qui tombent. Enfin, c'était un délire. C'est que ça a continué à faire up, en fait. C'est monté en puissance, c'est monté, c'est monté, c'est monté. En fait, on était dépassés, on s'est fait rattraper. Ça a été un tel succès que on était en retard sur des 3-4 mois. C'était ingérable. On n'avait plus de vie. On se couchait à 4 heures du matin. Si on peut parler de burn-out, c'était vraiment là, j'ai vraiment commencé à ressentir. Ça veut dire qu'il fallait gérer la maison, les enfants. En plus, il fallait gérer les commandes. Et la nuit, j'angoissais de voir s'il y avait des commandes qui tombaient ou pas. Non, mais c'est vraiment horrible, hein. Mais genre, quand il y avait une commande qui tombait, mon cœur, il s'arrêtait. Ça veut dire, putain, comment je vais faire? Mais le fait de pas pouvoir envoyer le sac en temps et en heure, je me sentais mais dévastée. C'était pas possible. Je me sentais vraiment, c'était vraiment violent. Parce que moi, je fonctionne pas comme ça. Je récupère l'argent des gens et puis après, basta, on s'arrête là. Non, ok, tu payes un produit, tout de suite, tu l'as. Moi, la première, j'achète un truc sur Internet. Je suis la première à regarder le suivi où il en est. Mon colis, là, il en est où, là? À un moment donné, c'est trop. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris une anecdote. J'avais pris une box de cheveux afro que Absatoussi faisait. Et pareil, elle avait eu du retard. J'avais carrément oublié que ma box était toujours pas là. Et un jour, j'ai mon numéro, mon téléphone, il sonne et j'ai un numéro. Il me dit oui, bonjour. Je dis oui, bonjour. Je dis c'est qui? Elle me dit bah, c'est Absatoussi. Je dis Absatoussi, Absatoussi. Elle me dit oui, Absatoussi. Je dis bah, pourquoi vous m'appelez? Elle me dit non, c'était juste pour vous dire que je suis vraiment désolée, qu'il y a du retard dans les commandes. Voilà, juste vous dire que de patienter un petit peu et que ça va pas tarder d'arriver. Et moi, j'étais tellement contente de l'avoir elle au téléphone que moi, je dis oh, bah, c'est pas très grave. Et en fait, au moment où je me suis retrouvée dans cette panade de 4 mois de retard, clairement, vous voyez la sienne, j'étais allongée sur mon canapé, j'étais au bout de ma vie. Et là, t'as une étoile qui arrive comme ça. J'ai pensé à Absatoussi. Je dis oh putain, Absatoussi, elle a pris son téléphone, elle a appelé toutes les clientes, il faut leur dire qu'il y avait du retard. J'ai dit vas-y. J'ai pas perdu de temps. Tout de suite, je me suis redressée, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai dit écoutez, mesdames, je suis vraiment désolée. Il n'y en a pas une de toutes les commandes qui étaient en retard. Il n'y en a pas une qui m'a dit oui, non, c'est inadmissible ou quoi. Elles ont toutes été conciliantes. Et du coup, de là, bah, on a arrêté le site internet. On a tout coupé. Tout. Pendant 2 mois, on a travaillé d'arrache-pied. Pendant 2 mois, on envoyait les sacs. Et donc, à la fin du retard, c'était soit on reprend l'activité, soit on cherchait à faire appel à un prestataire pour recommencer les sacs. Mais dans ces cas-là, prendre quelqu'un qui puisse s'occuper de ça à temps plein. Et en fait là, et c'est là d'où une étude de marché est très importante. C'est que là, on s'est rendu compte que le sac n'était pas assez cher. Ça veut dire que quand c'était nous qui le faisions, c'était OK. Mais si on le faisait le faire produire, on allait plus être perdant que gagnant. En vrai, quand ça s'est arrêté, c'est horrible à dire, mais c'était un soulagement. Mais ça m'a beaucoup appris parce que j'ai appris comment le fonctionnement d'Instagram, le fonctionnement des partenariats, les fonctionnements de tout ce que j'avais vu à l'école en fait, mais que là j'ai pu mettre en pratique. Comment fonctionne un site internet, comment fonctionnent les envois, comment fonctionne la communication. Là, clairement, je me suis éclatée. J'ai adoré. Vous avez appris beaucoup de choses via Aube Kids, mais tu t'es pas arrêtée là. Non. Non, mais justement, en fait... T'aimes les difficultés, t'aimes te mettre face aux difficultés. C'est ça. Donc, aujourd'hui, t'es toujours entrepreneur. Tout à fait. Alors, il y a eu des va-et-vient, hein. Ça n'a pas été une autoroute à sens unique, bim, je reste sur la voie de l'entrepreneuriat. Il y a eu des... Ouais, j'ai dû reprendre le travail, clairement, parce que fallait reprendre le travail. Mais c'était pas difficile pour moi. Même si j'ai emprunté la route
qui s'est arrêté brutalement. Mais en fait, à ce moment-là, une fois que Obskids, ça s'est terminé, t'as les reines du shopping qui m'appellent déjà pour commencer, la première émission. Donc, l'aventure des reines, c'est super bien passé. C'est une expérience de dingue. Mais à côté de ça, à ce moment-là, je vais voir le Pôle emploi. J'ai dit, écoutez, donc vu que j'avais encore droit au Pôle emploi, mais que je travaillais, donc j'avais un complément, tout ça, mais j'avais un suivi, je leur ai dit, oui, voilà, moi, je vais ouvrir ma boîte. Voilà. Je vais ouvrir ma boîte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'en fait, avec Opti, j'ai grillé les étapes et c'est pas bon. Donc, on m'a mis dans un programme qui s'appelle BGE, c'est avec la région. Et en gros, on t'accompagne dans ton projet si tu veux ouvrir quelque chose. Vu que je suis fan de sneakers de par ma culture hip-hop, j'aurais dit, je vais ouvrir une boutique de chaussures. On m'a dit, OK, de chaussures quoi? J'ai dit, de basket, de marque. On m'a dit, OK. À la fin de mon accompagnement, j'avais tout, mais j'avais pas l'argent. Pas d'apport, rien. Je suis allée voir les banques. Et là, l'exercice a été violent. Oh là 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 là. Je me revois encore devant les banquiers. J'avais fait un bilan d'Opkids dans mon dossier pour les chaussures. Et en fait, ce qu'ils regardaient uniquement, c'était Opkids. Ça veut dire que quand j'allais voir les banques, je leur disais, je vais ouvrir une boutique de chaussures. En leur disant, regardez de quoi je suis capable, donc faites-moi confiance. Donc en gros, c'était non, mais par contre, si vous vous retournez sur Upkids, on vous suit. À la fin, je suis rentrée là chez moi, encore sur mon fameux canapé, j'étais allongée. Et je me dis, Bintou, plus jamais tu vas avoir une banque. Je dis, plus jamais dans l'état. En fait, tu te mets à nu, ça c'est un. De deux, t'es obligé de justifier l'injustifiable. Et de trois, vous avez pas de garant? Ah bah vous avez pas de garant, mais un peu rien pour vous si vous avez pas de garant. Ça veut dire que voilà, en gros, c'était moi et moi-même et moi seule en fait. Mais en fait, ça m'avait fait, j'ai pris un coup mais vraiment violent. Je me suis dit plus jamais une banque, plus jamais. Mais je me suis pas dit plus jamais de boutique. On a atterri au Mans. Et là, au Mans, j'ai trouvé du travail rapidement. Donc, le projet d'entrepreneuriat, ça s'est mis en stand-by. Et du coup, j'ai enchaîné les boulots, encore une fois. J'ai fait plusieurs choses. J'ai été hôtesse d'accueil. Après, j'ai été agent immobilier. Après, j'ai été gestionnaire de formation. Enfin, mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, Bintou, là, c'est bon. J'ai dit, c'est bon. Bon, maintenant, on fait quoi? Clairement, maintenant, on fait quoi? Ça va 2 minutes, tu vas faire ça toute ta vie? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour justement avancer? Du coup, au démarrage, j'avais toujours l'idée de boutique. Mais pour être crédible, même s'il y avait les reines du shopping, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Et là, j'ai fait de l'autodidacte sur tout ce qui est conseiller en image. Donc, je me suis instruite toute seule sur Internet. J'ai regardé tout ce qui était colorimétrique, tout ce qui était morphologie. J'ai dit, OK, je vais ouvrir mon showroom de conseiller en image. J'ai dit, ouais, mais je vais faire du conseil en image, mais il va falloir que je vais les habiller comment? Je vais aller dans les boutiques pour les habiller? Je dis, non, c'est pas possible, je peux pas. Le but, c'était d'acheter des vêtements. Aussi, de faire de l'achat-revente, mais de les mettre dans mon showroom. Mais que le showroom ne soit pas ouvert. En gros, c'est sur rendez-vous. Je dis, non, mais en fait, non, je dis, je suis pas du tout rentable en faisant ça. Par contre, si je fais l'inverse, j'ai une boutique de vêtements, elles sont clientes chez moi, elles viennent pour les vêtements, mais à côté, moi, je les accompagne par rapport à tout ce qui est morphologie et colorimétrie. Et donc, du coup, elles sont gagnantes, elles, et moi, je suis gagnante. Et donc là, toute la question de tout ce que j'avais fait, comme je disais, à la BGE, ça a pris son sens. Ça veut dire que là, à ce moment-là précis, j'ai tout mis en place. Et donc, j'ai fait mon étude de marché. J'avais de l'argent de côté à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, c'est bon, on y va. Félicitations pour ta boutique. D'ailleurs, ça s'appelle Yellow Store au Mans. Yellow Store, c'est vraiment une boutique qui claque. Hein. On peut dire que t'as pimpé le Mans parce que t'as ramené un coup de fraîcheur dans cette ville. En tout cas, on sent vraiment ton style et on sent vraiment ton originalité. Juste la remarque que je voulais faire, encore une fois, voilà, Bintou, elle adore le challenge, ça on l'a compris. Il faut savoir que ta boutique, tu l'as ouverte pendant le Covid. Ah oui. Non, en fait, là, c'est le Covid qui s'est invité. Moi, à la base, je devais ouvrir en avril 2020, mais j'étais sur le dossier depuis novembre 2019.
J'avais juste à récupérer les clés, hein. Le bail était signé. Et du coup, on a été confinés le 23 mars. Donc, quand t'as Macron qui parle, oui, nous allons le pays est en guerre, nous sommes en guerre. J'ai dit, OK. J'ai dit, what the fuck? Et tout de suite, on m'a dit, mais Bintou, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ça n'a pas été autant un impact, ça, parce que j'ai pas eu le temps de démarrer. Et quand Monsieur Macron nous dit que certains secteurs vont pouvoir reprendre, notamment le BTP, tout ce qui est matériel et tout, je me suis dit, oh là, oh là, oh là, il faut que là, je récupère les clés. Et donc, j'appelle l'agence qui s'occupe du local. Je leur dis, j'ai besoin des clés. Et on me dit, non, on est confinés, on peut pas vous donner les clés. Je dis, non, non, non. Je dis, non, ça va pas être possible. Vu que j'étais dans l'immobilier, mais moi, c'est mal me connaître. Bintou l'a déterminé. Eh bah, tiens, il savait pas à qui il avait affaire. Vu que j'étais dans l'immobilier, que mon ancienne boss, elle connaissait le boss de cette agence en question. Et d'où là, le réseau, c'est très important. Et donc, elle appelle le directeur de l'autre agence, le directeur qui m'appelle de l'agence et qui me dit non, vous inquiétez pas, vous allez récupérer les clés demain. Je dis ok. Je dis d'accord, merci. Et du coup, je récupère les clés et là, avec les enfants, avec Bastien, et on se met à faire les travaux, tout en famille, et on commence à faire les travaux. Comment j'ai fait que dès le départ, ça a fonctionné. Avec l'aide d'une amie, elle m'a aidé à faire mon communiqué de presse. On l'a envoyé à tous les médias. Ensuite, j'ai fait appel à toutes les blogueuses du Mans et j'ai fait un décompte sur Instagram. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vraiment réellement fait avant, à ce moment-là précis, c'était là. Enfin, c'était. En fait, je me dis, ok, Bintou, voilà pourquoi tu as fait tout ça. Et sur le moment, sur le temps, on se dit, ouais, il m'arrive ci, gna gna gna. On se rend pas compte qu'en fait, on est en train de se forger pour la suite. Et donc, du coup, j'ai été contactée et t'as Bonjour Fleury qui est venu, t'as Daily Caro qui est venu, t'as Luc Marie qui est venu, toutes les blogueuses elles sont venues. J'ai fait mon décompte, j'ai eu des trucs sur les journaux. Donc forcément, ça a pris tout de suite. Ça a pris parce que j'ai anticipé. Enfin, et c'est pour ça que la com est vraiment importante, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse ou à la radio, à la télé, c'est vraiment important parce que si tu peux pas genre j'ouvre juste une boutique et après basta. Et en fait, il a fallu se faire connaître. Il a fallu se faire connaître et pour le démarrage, c'était ça. Après, je savais que ça allait être difficile d'avoir une certaine notoriété. Il fallait attendre. En fait, il faut juste savoir être patiente. Même si c'était très bien, j'étais dans mon prévisionnel. Parce que j'avais fait un prévisionnel, j'étais dans mon prévisionnel, c'était OK. Et c'était même au-delà de mon prévisionnel dès la première année. J'ai vraiment, c'était au-delà de mes expériences. Je pensais pas que ça allait prendre aussi vite, aussi fort d'un coup. Et là, ça continue à monter. Et Dieu merci. Dieu merci parce que ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Et le travail paye, hein. Clairement, je vais pas, voilà, je vais pas prendre des pincettes. C'est fatigant, c'est prenant, ça a beaucoup de sacrifices, mais le résultat est à la hauteur des sacrifices donnés. Même si je pense que tu as réalisé l'un de tes plus grands rêves, ouais. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, moi, vraiment, hein, vous allez me dire, ouais, non, franchement, mon rêve aujourd'hui, c'est de mettre ma mère à l'abri. C'est tout con, je dis ça parce que j'ai encore une fois l'émotion revient, mais on a trop galéré en fait, on a trop galéré pour que finir à un SMIC. Aujourd'hui, j'ai pas encore atteint mon objectif et mon objectif c'est que ma mère, elle ait une maison au bled, qu'elle puisse aller tous les ans et qu'elle puisse y vivre et tranquille. Et tant que je vais pas avoir ça, Bintou l'aura pas terminé. En fait, ils ont vraiment sacrifié leur vie, leur jeunesse, leurs repères. Ils sont venus en France, ils avaient rien. Et pour que justement, nous, on aspire à une vie meilleure. Et juste ce sacrifice-là, moi, personnellement, Bintou Dramé, je suis obligée je sais que ma mère, elle est fière, mais je sais que moi, je le saurai que lorsque elle sera tranquille. Parce que on a trop galéré pour que ça s'arrête, enfin, pour que ça soit ça. Et je me dis, pourquoi les autres et pourquoi pas nous, en fait? Pourquoi les autres et pourquoi pas nous? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu la même cuillère à la bouche en naissant. C'est ça la différence. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas né au bon moment, au bon endroit, ou parce qu'on n'a pas eu les mêmes avantages. On est carrément, ce que je produis comme travail aujourd'hui, je suis obligée de faire beaucoup plus qu'une personne qui s'appelle Charlotte
un tel, même si de par le fait que je suis noire, de par le fait que je m'appelle Bintou, et je sais très bien que ça demande énormément d'efforts pour arriver là où je suis aujourd'hui, et que c'est pas, et ce qui est dingue, c'est que c'est pas fini, et que et ma hargne, ma motivation, c'est que je me dis, pourquoi nous on n'y a pas droit? C'est qui décide de qui, de quoi? Non. Ma mère, elle, si elle avait une maison, je vais tout faire pour qu'elle ait sa maison. Montrer aussi aux petites sœurs qu'avec du travail, clairement avec le travail, parce qu'il n'y a rien d'autre. Avec le travail, avec un bon cœur aussi, parce que si tu n'as pas un bon cœur, c'est que c'est pas possible pour toi. C'est pas possible. Alors forcément, en ayant un bon cœur, tu vas forcément avoir beaucoup mal, mais c'est ce qui va te sauver. Et donc ouais, non, on n'est qu'au début du yellow. Mais moi, si je peux faire des petits yellow partout en France, pourquoi pas, hein. Alors, je dirais pas Paris, parce qu'à Paris, il y a trop de monde. En fait, ma stratégie, ce serait que pas les grosses villes, en fait. Parce qu'il y a il y a beaucoup trop d'enseignes, beaucoup trop de concurrence. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en quête de beaux magasins, pas forcément de prendre le train, d'aller à Marseille, Lyon, Bordeaux, Paris, ou même à l'étranger. Enfin, juste avoir des belles choses à proximité, tout simplement. Du coup, mesdames, Bintou est là pour vous régaler. Donc les banquiers, les banques, si vous écoutez, financez cette fois, s'il vous plaît. J'irai pas les voir. J'irai pas les voir. Lâchez un peu l'oseille, là. Ouais. Écoute, non, blague à part, c'est super émouvant ce que tu nous racontes, Bintou. Et d'ailleurs, on salue la maman de Bintou, hein, parce que si elle nous écoute, t'inquiète, la maison, elle est en train de se faire construire. Dans la tête pour le moment. Hein. Le chantier a démarré. C'est ça. Alors, justement, c'est bien d'évoquer un petit peu, c'est bien d'évoquer la famille, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, ta vie est hyper remplie, il y a énormément d'activités, il y a énormément de responsabilités. Est-ce qu'il y a une place pour tes racines, ta double culture, et quel rapport t'entretiens avec le Mali et tout l'héritage en fait que tes parents t'ont transmis? Alors, dans ma vie, il faut savoir que je suis allée au pays en 2001. J'avais 11 ans. On est resté 2 mois. Ça a été à la fois merveilleux et bouleversant. Parce que c'était la première fois que je rencontre ma grand-mère, et c'était la dernière fois que je la voyais parce qu'elle était partie à ce moment-là. Et ensuite, j'y suis retournée en 2009 quand j'ai eu mon bac. Ma mère elle m'a dit, mais tout, c'est à ton bac, tu viens au bac. Je te paye le billet. Du coup, j'y suis allée et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors, la seule chose que je fais aujourd'hui, qui me fait énormément de bien, qui m'apaise justement pour gagner ce lien-là, c'est je me mets à écouter de la musique malienne. Et là, tout de suite, je coupe court. Enfin, ça me replonge, ça me fait du bien. Enfin, je me revois petite à écouter la musique avec mes parents, avec ma mère. En fait, c'est mon booster, c'est mon élan, c'est mon entrain, c'est mes racines. Et je suis tellement fière d'avoir cette double culture. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que dans mon parcours, j'ai pas annoncé, j'ai fait le concours de Miss Mali France. J'ai fait le concours de Miss Mali France 2011, c'était génial. Ma mère était fière, même si j'ai pas gagné, elle était fière de voir que malgré le fait que je sois venue en France, c'est ça qui est beau, malgré le fait que je sois venue en France, j'ai quand même laissé, je lui ai donné quand même un bon bout de moi pour qu'elle fasse ce concours de beauté. C'est que vraiment, ça lui tient à cœur. Et carrément, moi, ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà comment j'entretiens mes liens avec le Mali. Je sais qu'il faut que j'y retourne. C'est viscéral. Alors là, clairement, aujourd'hui, je sais que c'est viscéral. J'en ai besoin. En fait, j'attendais un peu que les garçons soient un peu plus grands. Là, je crois que l'année prochaine, ça va être bon. Parce qu'il faut qu'ils aillent se rendre compte de ce qu'ils ont en France. Il faut qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont au pays et de la chance qu'ils ont d'être ici. Ça permet d'avoir les pieds sur terre. Et je trouve qu'à nos générations, ça va pas du tout. Bon, c'est pas le débat, mais je trouve que ça va pas du tout. Il y a des choses qui passent à la trappe. Donc, si j'y vais, c'est vraiment un voyage familial pour que tout le monde prenne un bon bain de racines et qu'on revienne un peu plus fort. Du coup, tu nous as parlé de musique traditionnelle et tout ça, et tu nous as beaucoup parlé de danse. Est-ce qu'il y a un petit son
que tu pourrais nous partager, que ce soit un son malien ou juste un son sur lequel tu danses et ça te fait kiffer? Et là, je suis tombée sur un son de Oumou Sangaré et qui mélange la pop et sa voix qui est tellement emblématique du Mali. Enfin, tu sais que c'est... Enfin, et le son, il est ouf. Je le balance à la boutique, il me le son à fond. Tout le monde danse dessus, c'est génial. Tout le monde dit « Oh, elle est bien la musique !» Je dis « Oui, ça vient de chez moi, les gars. » ça vient de chez moi, les gars. Du coup, en fait, c'est une musique qui a été modernisée. Enfin, voilà, entre le côté tradi et le côté moderne, ça match et le son il est juste magnifique. Ok, Oumou Sangaré, on mettra le titre exact dans la description pour ceux qui veulent aller écouter. Écoute Bintou, dernière question. Oui. Pour reconnecter justement avec l'ancienne Bintou et toutes les nouvelles Bintou en devenir, tu dirais quoi avec du recul à la jeune Bintou? Je lui dirais de pas t'en faire. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ça va aller et surtout, ne t'arrête pas de rêver. Parce que certaines personnes vont essayer de détruire tes rêves. Certaines personnes vont faire en sorte que ils vont faire en sorte que de pas accéder à ce que tu veux. L'ascenseur social est pas que chez les autres. Il est pour toi aussi. Il suffit juste que tu le veuilles et que tu te donnes les moyens de vouloir y arriver. À toutes celles qui m'écoutent et qui veulent entreprendre, qui ont des rêves, surtout écoutez-vous, continuez à rêver et travailler. Mettez tout en place pour que au final ça arrive. Il y a des choses, il y a des fois il y a des opportunités qu'on veut pas apprendre. On veut pas apprendre de peur d'avoir peur de ce qui va se passer parce que c'est l'inconnu. S'il y a quelque chose qui vient à vous, allez-y, foncez. Vraiment, foncez. N'écoutez pas. Enfin, quand je dis n'écoutez pas les autres, c'est-à-dire tous ceux qui vont essayer de vous déstabiliser ou qui vont essayer de vous freiner. Ne les écoutez pas. Et allez-y, foncez. Et que oui, j'aimerais vous dire que oui, ça va être dur. Vous allez vous ramasser, vous allez vous relever, vous allez pleurer. Vous allez être au bout de votre vie. Vous allez penser que c'est fini. Mais vu que je tiens à dire, je suis très croyante. Et que quand Dieu a décidé quelque chose pour vous et que vous vous donnez la peine de le faire, de vous battre pour ça, ça arrivera. Des fois, les étoiles, elles ne s'alignent pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et des fois, quand j'ai voulu, ça ne voulait pas s'aligner. Au final, quand c'était pour Yellow, ça s'est aligné. Et même moi, j'étais surprise. Et comme c'est comme ça, il faut y aller. Faut pas se poser de questions, il faut y aller. Faut taper dans l'art, comme je dis. Faut taper dans la fourmilière, vous donner un gros coup. Ok, vous ne savez pas où les fourmis elles vont partir. On ne sait pas, mais il faut y aller, il faut y aller. Faut pas se démotiver. Mais il faut que ce soit carré. Il faut que le truc il soit carré. Mais c'est pas impossible à faire. Et surtout, il n'y a pas que les autres qui ont le droit. Nous aussi. Merci beaucoup, Bintou, c'est génial. Merci. Merci à toi, Madame Bien. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode, complètement yellow. Pour la petite histoire, il paraît que le jaune symbolise la joie, l'optimisme et la chaleureuse générosité. Une couleur rayonnante à l'image de Bintou, tu trouves pas ? Pour connaître la suite de son ascension personnelle, je t'invite à la retrouver sur LinkedIn. Pour checker sa boutique, rendez-vous sur Instagram @yellowstore_shop et sur yell-lowstore.com. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou TikTok @l'escalierpodcast si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter. À bientôt!